Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show, l'émission pour être tous optimistes et confiants. On va parler de souffrance psychique et aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir le président du groupe d'entraide mutuelle Falleray situé au Chesnay, c'est le GEM L'Équilibre et il est venu avec l'une des adhérentes également de ce GEM, c'est Jean-Michel et Isabelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Tout va Ça bien. Et sur bdmt.tv, en ce moment, eh bien, vous pouvez découvrir un spectacle théâtral qui a eu lieu donc au Chesnay. On va en parler tout à l'heure. Mais avant cela, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu plus connaissance. On va commencer par toi, Isabelle. Tu souffres de troubles de la bipolarité. Mais avant d'avoir ton diagnostic, tu es restée en errance psychiatrique. C'est comme ça qu'on dit ? Oui, pendant 5 ans, on m'a parlé de dépression et les médecins attendaient qu'il y ait des troubles maniaques pour pouvoir poser le diagnostic de bipolarité. D'accord. Et ils ont attendu combien de temps ? Environ 5 ans. D'accord. Et tu n'avais pas, en fait, comme on peut voir dans la bipolarité, des pics de maniaque et des pics down. Tu Non. étais tout le temps en bas, J'étais plutôt en bas, mais très bas. très bas. Très, très bas. Et alors, comment ça s'est passé ? Explique-nous ce diagnostic, cette errance psychiatrique pendant ces 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est à la suite d'un divorce et de problèmes personnels que je me suis renfermée sur moi. Je me suis mise à beaucoup dormir, je m'isolais et j'étais malade et j'étais vraiment seule. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes symptômes ? Aujourd'hui, je suis stabilisée depuis une dizaine d'années. D'accord. Et c'est-à-dire que tu ressens rien, tu prends un traitement ? Oui, j'ai un traitement qui me régularise bien, qui me permet d'avoir une vie quasiment normale. D'accord. Tu habites chez toi, J'habite chez moi, tu es complètement autonome. je suis autonome, je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants. Ah, tu es grand-mère. Et je suis grand-mère. D'accord. Et alors, je disais que tu étais autonome, mais finalement, tu n'es pas venue seule aujourd'hui. Non. Tu es venue avec Jean-Michel. Alors toi, Jean-Michel, tu es atteint de schizophrénie. Oui. Quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette émission, tu m'as raconté que ton premier, ça s'appelle délire paranoïde, c'est Oui. ça, je suis dans les bons termes, Oui. a eu lieu à l'âge de 6 ans. Tu étais persuadée 16 que ans. tu avais 16 ans. Oui, j'ai dit 6 ans. C'est ça, 16 ans. 16 ans. Tu étais persuadée d'avoir attrapé le sida alors que tu n'avais pas eu de comportement à risque. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ah oui, alors du coup, c'était quand j'étais devant la télévision, j'ai regardé une émission et je dis à ma mère, on parle de moi à la télé, quoi. Et maman, elle dit, bah non, on parle pas de toi. Et du coup, il dit, si, maman, je suis malade, j'ai le sida et tout. Du coup, ma mère, elle dit, non, non, t'inquiète pas. Et je suis parti dans un délire directement, une phobie, une peur monstrueuse d'avoir eu cette maladie-là, en fait. Et ça a commencé par, après des angoisses et un désir de partir de chez moi et de faire une fugue, en fait, de partir parce que j'étais dans un mal-être et du coup, Oui, t'es parti, je hein. suis parti. Tu es parti pendant 3 jours. Voilà, 3 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces 3 jours ? Eh ben, au bout de ces 3 jours, mais la police m'a retrouvé en fait à l'extérieur et ils m'ont ramené à la maison et mes parents se sont dit là on ne peut pas gérer le problème donc on va faire appel au médical en fait, on va faire appel à l'hôpital. Donc ils ont appelé l'hôpital, du coup au départ l'hôpital ne voulait pas de moi, j'étais trop jeune en fait, j'étais pas suffisamment jeune pour être enfant et pas suffisamment vieux pour être adulte. Ouais. Donc Et en fait, tu étais entre deux, on ne savait pas trop où te mettre finalement à ce moment-là. Voilà. Et du coup, l'hôpital m'a dit, on prend, mais votre père doit signer une décharge, du coup, comme quoi il se décharge de la responsabilité du fait d'être père, en fait, et de donner le plein pouvoir à l'hôpital pour pouvoir me soigner. Donc, ça a été le début, en fait, moi, la découverte de la psychiatrie à ce moment-là. Avec un traitement très lourd, des questions, des interrogatoires, en me disant pourquoi. Savoir si tu te droguais. Voilà, me droguer, si je buvais, si j'étais pas maltraité à la maison, du coup c'était un peu compliqué. Ouais. C'est une première hospitalisation, ça a été assez traumatisant hein, pour toi. Oui, parce que j'ai pas accepté de prendre les médicaments qu'on me donnait, du coup, parce que pour moi j'étais pas malade forcément, et du coup on m'a dit, si vous prenez pas le médicament, on va vous l'injecter, donc on m'a injecté le produit, du coup, qui était en fait très épais, donc ça faisait très mal.
Ah, tu t'en souviens encore aujourd'hui? Et ah oui, bah oui, forcément. Et du coup, au bout de 3 semaines d'injection, on m'a dit, tu choisis entre le médicament à boire ou la piqûre. Et je dis, bah, médicament à boire. Et ça a été le début, en fait, où je me suis retrouvé un peu mieux, en fait. Et là, quand j'ai commencé à boire le médicament, et du coup, Déjà, il n'y avait plus la souffrance de la piqûre. voilà, déjà. Et après, j'ai commencé à avoir le jour se lever. Parce qu'avant, je dormais tellement, Ah tellement, ouais, c'était tellement fort. que du coup, je voyais pas le jour se lever, j'étais tout le temps dans le noir, en fait. Et le jour où j'ai commencé à voir le jour se lever, et du coup, le soleil, je me suis dit, là, ouais, ok, là, ça va mieux. Et commencer à manger aussi, hein, parce que je mangeais plus, je m'alimentais plus, voilà, du coup, c'était compliqué. Mais c'est pas tout de suite qu'on t'a diagnostiqué Non, atteinte de schizophrénie. Donc on t'a donné des médicaments pour calmer ce délire paranoïde, oui, pour te reconnecter à la réalité. oui. Et ça a fonctionné à ce moment-là? Alors, bah, forcément, au départ, oui, ça a fonctionné. Et on m'a dit, à un moment donné, on m'a dit, ben là, ça fait 1 an que vous prenez des médicaments, donc là, vous pouvez arrêter. Vous avez eu une dépression nerveuse due à votre âge et tout ça, donc du coup, ça va se régler comme ça. Et sans me dire réellement que ça pourrait être autre chose. Donc on m'a dit c'est une dépression, comme on a dit à Isabelle forcément, au départ. Et pendant 4 ans, après cette hospitalisation-là, j'ai pas pris du traitement. En fait, j'ai arrêté le traitement par rapport à un accord entre le médecin et moi, en fait. Et j'ai arrêté le traitement. Et pendant 4 ans, c'était très bien. Parce que j'ai repris mes études, le collège, le lycée, le permis, tout ça. Donc finalement, tu t'es dit, bon, bah, ils avaient raison. Voilà, j'ai guéri. J'ai guéri, oui, c'est Et ça. puis finalement, 4 ans plus tard, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ouais, Encore deuxième épisode. Deuxième épisode. Et par la suite, encore un troisième, un quatrième. Du coup, Ouais, et à partir de là, en 2000, j'étais stabilisé. En fait. Après ma dernière hospitalisation en 2000, en fait, maintenant, ça fait 21 ans que je suis stabilisé. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu pareil qu'Isabelle. Ton diagnostic est arrivé assez tardivement, quand tu avais 30 ans, hein, c'est ça, oui, soit 14 ans après ta première crise. oui, c'est ça. Et, Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'on n'a pas réussi à poser de diagnostic? Alors c'est vrai qu'on entend qu'il y a certains psychiatres qui veulent poser un diagnostic tout de suite, d'autres pas du tout, pour ne pas enfermer la personne qui souffre de ce handicap psychique, de l'enfermer dans un diagnostic. Pour toi, tu l'as vécu comment, le fait de ne pas te donner un nom, un mot sur ta souffrance? alors au départ, très mal parce que moi, je me disais, c'est moi qui ai un problème, je suis fou, je suis pas bien, je suis pas comme les autres, et pourquoi j'entends des voix, et pourquoi les autres n'entendent pas des voix, et pourquoi finalement j'ai des angoisses. Et du coup, quand on m'a dit, bah, t'es schizophrène, et bah, du coup, ça a d'abord soulagé ma famille, parce qu'ils se sont dit, bah, finalement, c'est pas de sa faute, il a un handicap. Et moi, du coup, j'ai pu en parler plus facilement en disant, bah, finalement, je suis schizophrène Ouais. sans dire réellement ce qui s'était réellement passé, parce que j'ai fait quand même pas mal de bêtises quand même à cause de cette maladie-là, Bien parce que sûr. je me retrouvais à Bercy, à Paris, pour en fait, parce que je me disais, je vais peut-être pouvoir aller jouer à Bercy, alors que j'étais pas du tout chanteur ni musicien. D'accord. Du coup, Ah oui, c'était pour faire un concert. D'accord. on m'a retrouvé dans les coulisses, du coup, à Bercy. J'ai réussi à rentrer. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à rentrer. Et Ouais. du coup, ils m'ont dit restez dans les coulisses. Et du coup, ils ont appelé la police m'a ramené. Du coup, mon père a été me chercher à Oui, c'est Paris. ça, tu t'es retrouvé menotté Mon au notaire, et puis commissariat. au commissariat. Donc, ouais, j'ai fait pas mal de choses comme ça. Donc, après, finalement, après le traitement, ça a été la délivrance quand j'ai trouvé le bon traitement qui m'a en fait arrêté un peu de. Ouais. Le bon diagnostic, bon traitement et délivrance. Et toi, pour toi et pour ta famille aussi, c'était un Oui, soulagement oui, de oui. savoir. Oui, oui. Ouais. Mais ça n'a pas été facile, hein, Non, mais pour moi, j'imagine. d'ailleurs, pour moi, mais aussi pour mes sœurs, pour mes parents, où on a Parce que dit tu as au 4 départ, sœurs, 4 grandes sœurs. 4 grandes sœurs. Et on m'a dit à mes parents, ma famille, vous l'avez trop couvé, c'est votre faute. Ah oui, c'est ça, c'est toujours cet effet un peu culpabilisant pour la famille. Voilà, c'est votre faute. Alors Ouais. que, pas forcément, quoi. Du coup, Vous en aviez déjà parlé ensemble de ça? Tu connaissais l'histoire de Jean-Michel? Non, je le vois pas sous cet angle-là. Sous quel angle tu le vois, toi, alors, Moi, pour Jean-Michel? moi, c'est le président du GEM ouais, et c'est la personne en qui on peut avoir confiance, qui répond toujours quand on a besoin de lui. Oui.
C'est pas du tout quelqu'un qui a des problèmes psychiques. Qui va dans les coulisses de Bercy pour aller prendre la place de Johnny, quoi. Non, non. Et moi, ça me fait rire parce que moi, c'est vrai qu'au moment où j'ai eu des épisodes maniaques, je me suis aussi retrouvée menottée pour avoir fait des C'est marrant, t'en rigoles, c'est bien. Ça, tu t'en souviens de ces moments-là? Un petit peu, oui. Ouais. Quand justement le diagnostic est posé sur le fait que tu étais atteinte de bipolarité, c'est revenu un petit peu, les choses, le puzzle s'est reconstruit un petit peu? Oui, c'est surtout les traitements qui améliorent la... Oui. Alors, ce que tu nous disais, tu as eu un premier traitement pour grosse dépression et avec un traitement avec du lithium, c'est ça? Et j'ai le meilleur thymorégulateur qui existe actuellement, mais qui est trop linéaire pour moi. Et actuellement, on donne plus de Dépakote. D'accord. C'est un neuroleptique? Non, un psychotrope. Je sais même pas. Dans quelle catégorie? Donc oui, ça c'est mieux pour toi, ça t'a stabilisé. Donc tu disais depuis 10 ans. Oui, et depuis 10 ans, je ressens des émotions et des... Gérables. Des émotions acceptables, voilà, gérables. C'est quoi des émotions acceptables alors? Les gérables, c'est... C'est-à-dire qu'ils sont... Il n'y a pas de gros pics, c'est ça? Voilà, il n'y a pas trop de dépression et trop d'excitation. Pas trop de dépression, mais il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu. Ouais, c'est quel moment, par exemple c'est par exemple le soir. Oui. Le soir, quand je me retrouve seule et que je n'ai pas de nouvelles de mes proches. Vous sentez des points communs entre vous, même si les maladies ne sont pas les mêmes? Oui, bien sûr. En fait, les choses pas gérables on peut vivre au quotidien. L'hyper-émotivité, c'est ça? L'émotivité, les émotions qui partent. Du coup, dans l'excès ou dans la dépression, du coup, c'est ça, je retrouve ça un peu. Et le traitement, c'est très important, en fait. Il faut dire que le traitement, c'est efficace quand même. Quand on trouve le bon traitement, c'est efficace, quoi. C'est ça, mais on peut mettre plusieurs années, finalement. Voilà. À le trouver, plusieurs années, à être en errance psychiatrique, c'est le terme. Vous avez un autre point commun, c'est le GEM du Chesnay, le GEM, l'équilibre. Comment est-ce que vous avez connu le GEM, Isabelle? Comment tu as connu, toi, le GEM? Alors, moi, c'est le CMP qui m'a conseillé d'aller au GEM. Redis-nous ce que c'est, le CMP. Le CMP, Centre médico-psychologique pour adultes. Dans ton secteur, dans le 78, hein, c'est ça? D'accord, et c'est eux qui t'ont parlé de ce GEM. Et toi, comment tu as connu le GEM? Alors, par la MDPH, moi, la maison départementale des personnes handicapées. Du coup, c'est un médecin qui m'a dit, est-ce que vous connaissez les GEM? J'ai dit non. Il me dit, allez-y, au moins renseignez-vous là-dessus, ça peut vous aider. Et du coup, j'ai été accompagné, j'ai été visiter le GEM de Versailles du Chesnay. Et par la suite, j'ai plutôt opté pour le Chesnay parce que plus convivial. Voilà, du coup, c'était plus, pour moi, c'était plus convivial. Et finalement, ça m'a plu, l'entraide m'a plu parce que j'ai en fait fait la continuité de ce que je faisais avant. Quand j'accompagnais un ami à moi qui était à l'hôpital et qui habitait l'hôpital, qui n'avait pas de logement du coup à lui, et que je l'emmenais régulièrement à l'extérieur, boire un café, manger et tout ça. Du coup, quand je suis arrivé au GEM, je me suis dit, tiens, la continuité, d'aider des personnes, entraide, du coup, ça de se retrouver entre vous, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de nous regarder et qui ne savent pas ce qu'est un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. C'est quoi la définition d'un GEM? Pour moi, c'est un petit peu un cocon. On se retrouve entre nous, on se connaît bien, ça nous permet de sortir de la solitude. Et ça nous permet de retrouver des codes sociaux. Et toi, tu souffres beaucoup de solitude. C'est ça qui est pesant pour toi au Oui. quotidien. Donc, le fait d'aller au GEM, tu y vas combien de fois par semaine? Alors, j'y vais très souvent, plusieurs fois par semaine. D'accord. Et toi, ta fréquence, c'est combien de temps? Combien de fois par semaine? Ça a été au départ une fois dans la semaine. Et maintenant, c'est quasiment tout le temps, quoi. Tous les jours? Tous les jours, quand c'est ouvert. La plupart du temps, je suis là. Du coup, beaucoup d'adhérents m'ont dit s'il faut être président, il faut venir tous les jours. J'ai dit non. T'avais pas envie? Non, je dis non, il faut pas forcément venir tous les jours, mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'amène beaucoup, qui m'apporte beaucoup, et du coup, surtout, c'est fédérateur, ça nous tire vers le haut en fait. Parce que l'animateur est vraiment efficace. C'est Ilias, hein, C'est Ilias, ouais. Et du coup, non, c'est bien. Puis ça m'a apporté beaucoup. Et
Et les adhérents m'apportent beaucoup aussi. Oui, c'est Les ça. autres c'est aussi m'apportent un beaucoup. groupe d'entraide mutuelle. Voilà, Oui. c'est pas une personne qui fédère tout ça, c'est vous, entre vous. Et alors, tu me racontais que toi, tu faisais du théâtre avant. Oui, Donc, il y a plein d'activités qui sont proposées oui. au GEM. Et toi, tu faisais du théâtre avant. Et du coup, tu t'es dit, bah, moi, je vais proposer un atelier théâtre. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, à l'époque, c'était une animatrice qui s'appelait Audrey à l'époque, et je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, est-ce que je peux faire un atelier théâtre à peu près en fréquence tous les mois, une fois par mois. Et donc, on faisait des improvisations, on lisait des textes connus, d'auteurs connus, et ça a plu, les adhérents aimaient bien, donc tous les mois, il y avait le rendez-vous théâtre, du coup, au GEM. Et par la suite, quand Ilias est arrivé plus tard, qui a remplacé Audrey, du coup, là, je lui ai dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un spectacle et faire une troupe et du coup jouer un vrai spectacle. Et là, il me dit, ben, moi, je ne sais pas faire. Donc, il me dit, si toi, tu sais faire, vas-y. Donc, Oui, du coup, et ben voilà. Et donc, tu es prof aussi de théâtre. C'est toi le coach. Ah oui, mais prof, c'est un grand mot, prof, parce que non, je ne suis pas prof de théâtre, mais... Metteur en scène? Ouais, un peu. Ouais, on sent beaucoup d'humilité quand même. Non, parce que j'y croyais, parce que j'avais déjà fait, sans être metteur en scène, mais en tant qu'acteur, dans une autre troupe, en fait, à l'époque, avant d'arriver au GEM. Donc j'avais une autre troupe. Et donc, du coup, je me suis dit, là, comme c'était une troupe qui était venue par rapport à l'hôpital psychiatrique au départ, c'était une troupe qui avait été créée par des professionnels de la psychiatrie. Et du coup, nous, on était déjà dans Problème Psy, en fait, à l'époque. Et je me suis dit, si ça a fonctionné avec les plans Chapin, à l'époque, on s'appelait les plans Chapin, je dis, au GEM, oui, c'est le nom de la troupe. C'était le nom de la troupe à l'époque. Du coup, je dis, si ça a fonctionné avec les plans Chapin à l'époque, ça fonctionnera avec le GEM. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et alors toi, Isabelle, comment tu es arrivée dans cet atelier? Parce que ce que tu me racontais, c'est que toi, au départ, tu faisais la popote à tout le monde, c'est ça, tu faisais la cuisine, tu étais la cuisinière de la troupe. Et comment tu as franchi le cap? Comment tu t'es décidée à monter sur les planches? Tout naturellement, quand ça a commencé, je me suis proposée et puis j'ai été à toutes les réunions, peut-être sauf une ou deux, mais j'ai essayé d'être là à chaque fois qu'il fallait y être. Et puis je préparais des petits goûters. C'est ça, tu continuais quand même à préparer des petits gâteaux. des petits sablés, des petits cannelés. Ah oui, c'est pas mal ça quand même. Hein. Voilà, tu les gâtais. Isabelle, naturellement, s'est proposée à le faire et du coup, elle faisait le goûter après le travail en fait, du théâtre. Qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre, Isabelle? Moi, c'est le fait de jouer un personnage que je n'oserais pas être dans la vie courante. Que tu n'es pas en fait que dans je la ne vie suis pas et, une personne c'est extérieure. Quoi par exemple? Qu'est-ce que tu n'es pas? Une personne prétentieuse qui veut écraser les autres. Qui veut écraser les autres, etc. Tu m'as dit les méchantes aussi. Les méchantes. Tu aimais bien jouer les méchantes. Voilà, j'aime bien jouer les méchantes. Et voilà, tu m'as parlé de la femme qui bat son mari, c'est ça? Qui maltraite son mari. Qui maltraite son mari, qui est un petit peu autoritaire et mégère. Oui, c'est ça que tu aimes mettre sur scène en tous les cas, parce que dans la vie, tu es pleine de douceur, pleine d'attention, pleine de bienveillance avec les autres. Tu rigoles, c'est ça? Non, elle est comme ça ou pas? Bienveillante du tout, complètement. Et puis, du coup, Isabelle, c'est quelqu'un de moteur au GEM, quelqu'un qui fédère les adhérents entre eux. C'est une maman, hein. C'est une deuxième maman pour les adhérents. Il y a des adhérents qui disent « Ah, il n'y a pas Isabelle aujourd'hui, tu sais quand qu'elle vient Isabelle ?» et tout. Mon petit goûter. Ça. Alors je le disais tout à l'heure, il y a quelques semaines, vous avez joué sur scène au Chesnay, dans un beau théâtre, le théâtre du Chesnay, qui n'est quand même pas un petit théâtre. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un petit extrait de ce spectacle. Après, ce sera une fin de régime. On sera plus soulagé dans 3 heures. Dans 3 ans, on sera soulagé. Non, pas 3 heures, mais disons... Après le spectacle, on sera soulagé. Voilà, c'est ça. Tant qu'on est avant, pour l'instant, on a ça. Mais là, le stress, j'avoue, là, pour moi, ça baisse un peu. Moi, ça baisse pas. Vous êtes prêts? Tu veux que je le fasse? Bien, Hubert. Allez, prenez du plaisir. Veux-tu, Léon?
À Lyon, Léon? L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent se repérer un maximum avant le début du spectacle. Et le mieux, c'est qu'ils jouent du coup un peu le filage du spectacle juste avant, quoi. Paf, plus nerveux. Quand on utilise ce genre de médication, nerveux, pif, plus nerveux. Excusez-moi, on ne soigne pas, on assomme. Moi, je prends gentiment mes 10 cachets par jour, et pif, plus nerveux. De lourdes pioches. On va s'occuper de toi, ma petite. Et sans tarder. Et hop. Et hop. Oh là là! Oh, c'est rigolo! Ça, c'est rigolo! Tu as vu son truc? C'est marrant comme c'est fait. Je n'en ai jamais vu de trucs comme ça. Et par téléphone, par contact. Ah, et aux dents. Oh là là, les dents. Alors comment vous choisissez les extraits de cette pièce, de ce spectacle? Comment ça se passe? Qui choisit? Alors, au départ, j'avais choisi des auteurs, moi, en fait, par rapport à mes anciens spectacles que j'avais faits, en fait, des auteurs contemporains. Et j'ai amené, en fait, les textes aux comédiens. Et les comédiens, en fait, on commence à les jouer en lisant le texte, en fait. Et ils ont après choisi, en tout cas, de les faire ou pas les faire. Et puis naturellement, en travaillant régulièrement, du coup les gens se sont appropriés les rôles et du coup se sont appropriés les textes et par la suite, voilà, je pense que ça a été naturellement comme ça. Je pense que les gens se sont appropriés les rôles. Oui, c'est ça s'est fait tout à fait naturellement. Toi aussi, c'est ton avis? Oui. Jean-Michel a proposé, vous avez disposé. Voilà, on a choisi les personnages qu'on voulait faire. Des méchantes. Les méchants. Et il faut dire qu'au départ, on était un peu plus nombreux. Il y a eu des personnes qui sont parties, d'autres qui sont revenues. Du coup, il y a eu des changements dans les rôles aussi. Oui, il fallait s'adapter à tout ça. Hein. Et même au spectacle, du coup, j'ai remplacé des personnes qui n'étaient pas là, en fait. J'ai dû remplacer voilà. Au pied levé. Voilà, au pied levé. Et comment vous est venue cette décision d'aller jouer ce spectacle dans un vrai théâtre au Chesnay, parce que c'est quand même un beau théâtre, je ne sais pas combien il y a de places, mais c'est quand même un grand théâtre. Oui, 250 places. Oui, c'est pas mal. Hein. Et comment vous avez pris cette décision et comment la mairie vous a ouvert les portes? Alors, parce que c'est un théâtre municipal. Hein. Oui, du coup, on a été voir la mairie directement, le service culturel, avec l'animateur du GEM. Et on lui a demandé de nous prêter une salle pour répéter et ce qui était possible de faire un prêt de salle pour le spectacle. Ça a été tout de suite oui, en fait. Ils nous ont dit, possibilité d'avoir une scène possibilité d'avoir une salle pour répéter, possibilité d'avoir une scène aussi pour jouer. Gratuitement. D'accord. Sauf la régie qui devait payer, on devait payer la régie, mais il n'y avait que ça, naturellement. Et par la suite, on a eu la salle pour répéter, donc on y allait tous les 15 jours. Tous les 15 jours, sauf les vacances scolaires. Donc, c'était un rendez-vous tous les 15 jours, le même jour à chaque fois. Avec des adaptations aussi pour les jours, parce qu'il y a des gens qui travaillaient des fois qui ne pouvaient pas. Donc, on avait changé le jour de répétition aussi. Et par la suite, quand le spectacle a approché, quand c'était en septembre, mois de juin, j'ai dit aux personnes, de juillet à août, il n'y aura pas de théâtre. Vous allez vous reposer, vous n'allez pas penser à autre chose. Et on reprend en septembre, et pour jouer le 29 septembre. Donc comme ça, ils avaient eu quand même deux mois où ils ont pu faire autre chose. Je ne voulais pas non plus que ça prenne trop de place, parce que quand on est un peu des soucis en fait, d'humeur, des choses comme ça, ça peut prendre forcément un peu trop de pression, des choses comme ça. Je pense qu'ils avaient besoin aussi, à un moment donné, après un travail qu'ils avaient fourni pendant au moins 2 ans, de leur dire, voilà, là, vous pouvez décrocher, faire autre chose. Une petite pause quand même avant de reprendre les choses sérieuses. Et alors nous, on a Nicolas Lebenbaum qui est allé vous voir la veille pour la dernière répétition, pour le filage, pour l'italienne, pour toute cette mise en place technique. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un extrait de ce making-of. Est-ce que vous voulez le filage en même temps? Volontiers, oui. Alors le filage, c'est ça. Donc j'ai mis les musiques en fait par rapport aux pistes du CD que je vous ai donné.
Super. Au piste 1, du coup, ça commence. Faut pas le dire, mais on a peur du blanc. C'est-à-dire, si on ne voit plus rien, on ne sait plus les textes, c'est ça. Hein, c'est ça. Toi, t'as pas de problème, mais toi non plus, mais moi, quelquefois, j'ai peur du blanc. C'est très drôle, c'est sérieux, en même temps on s'amuse. C'est du travail, en même temps on s'amuse. On est là pour partager en s'amusant. Elles montent toutes les deux sur les échelles pour voir ce que c'est au loin, puis elles ne voient plus, enfin, secret. Alors, vous avez vos noms avec les scènes, du coup. Donc vous pouvez vous repérer quand vous rentrez sur scène. Et du coup, j'ai peur de perdre mes moyens quand je vais être devant le public. Là, ça fait longtemps que vous préparez cette pièce? Ah oui, depuis l'année dernière. À cause du confinement, on n'a pas pu, c'était reporté. Et du coup, là, on a l'occasion de jouer, donc on va se lancer, hein. On est obligé. Hein. Vous vous sentez prête? Je sens que vous révisez encore un petit peu avant de commencer. Pour voir si je dis tout. La mémoire est une faculté qui s'oublie, et c'est ça le problème numéro 1 du théâtre, c'est qu'on a peur, ce que je disais tout à l'heure, du blanc. Tu veux qu'on le répète un peu? Oui, si tu veux, mais... Mais laisse-moi voir! Mais lâche-moi, tu me vas ou tu me Tu vas me faire tomber. Mais je dois dire, va là. Laisse-moi voir! Mais lâche-moi, tu vas me faire tomber. Ça fait 10 minutes que tu regardes. Pour une fois qu'on peut voir un homme nu et en plein air. Et bien justement, chacun son... Je suis plus là pour les guider, leur montrer un peu s'il y a des choses à corriger. Oui, après Ilias, Et puis l'idée, c'est vraiment qu'ils prennent un peu confiance en leur spectacle qui se déroule le 29. Après, c'est toi qui vois. Hein. C'est pour éviter, tu vois, de se reporter, reporter, etc. Ce making-of, vous pouvez le... Attends, je refais. Ce making-of, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur bdmt.tv. Vous fouillez, vous regardez, il est en replay. Et donc, comme ça, vous pourrez tout savoir sur ce qui s'est passé pendant cette journée. Hein. C'est la veille du spectacle. Une semaine avant. C'était une semaine avant, oui. Je dis la veille. Oui, mais vous voyez, je confonds les dates. Une semaine avant, et il est venu aussi le jour J pour vous voir dans les coulisses. Oui. Avec ce trac qui monte. Et justement, quand on est atteint de troubles psychiques, où on a justement cette hyper-émotivité, est-ce que le trac, c'est encore plus difficile à gérer? Comment ça se passe pour toi, Isabelle? Oui, c'était difficile à gérer, mais c'est vrai qu'on l'a fait avec beaucoup de plaisir quand même. On a joué avec nos... Avec plaisir avec aussi. Plaisir et avec, et avec ce trac. Avec ce trac. Malgré tout. Oui. Toi aussi, tu as le trac quand tu montes toujours, sur scène? Toujours, et même j'ai du mal à me voir sur les films. Parce que j'ai du mal à m'accepter comme ça, en fait. Moi, je crois que ça, c'est tout le monde. Voilà, non mais c'est le trac pour moi, il est porteur, en fait. Il est motivant. J'ai le trac avant, et quand je vais sur scène, ça y est, ça passe, quoi. Et puis ça me motive, ça me lance. Et par rapport à vos traitements, justement, qui vous stabilisent, est-ce que ça ne crée pas des problèmes justement de concentration ou des choses comme ça? Non, ça va, vous gérez bien tout ça? Parce qu'on entendait, hein, j'ai peur d'avoir un trou de mémoire, mais ça arrive à n'importe qui. Mais là, avec les traitements, ce n'est pas une difficulté supplémentaire? Alors, au niveau de l'apprentissage, au niveau des textes, pas forcément. C'est plutôt dans le long terme, en fait. Par exemple, dans la journée, si on travaille... moi, par exemple, quand je travaille le théâtre... ça va être quelques heures, ça ne va pas tout dans la journée complète, parce que je ne vais pas pouvoir le faire, en fait. Oui. Il y a une fatigue au bout d'un moment. Il y a une fatigue, et tout ça. Pour toi aussi, c'est un peu la même chose, Isabelle? Oui, c'est vrai qu'on travaille, on ne faisait que 2 heures de répétition, pas plus. Hein. Et puis, c'était chacun notre tour. C'est déjà bien, hein, 2 heures de théâtre à répéter à chaque fois les textes, etc. C'est déjà beaucoup. Tu travaillais avant? Alors moi, j'étais institutrice en maternelle. D'accord. Un métier que tu aimais beaucoup? Un métier que j'aimais beaucoup, et vers la fin, donc j'ai un peu laissé tomber les rênes du métier, et je me suis laissée déborder, et ça a provoqué mes difficultés, ma maladie. Ça te manque de travailler? Non. Non. Maintenant, c'est vrai que tu es grand-mère, alors tu as c'est une petite fille, c'est ça que tu as? 2 petits garçons. 2 petits garçons, ils ont quel âge?
3 ans et demi et 2 mois, et 3 mois. Ah oui, il est tout neuf celui-là. Donc le petit de 3 ans et demi, c'est la maternelle. Voilà. C'est ça, donc tu retrouves un petit Voilà. peu ces sensations-là de quand tu travaillais. Mm. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu travailles? Alors maintenant, oui. Je suis formateur père maintenant. Du coup, dans des journées de formation qu'on organise avec l'Alpha-Psy de la Voie-Falleray, en fait, on fait des journées de formation et donc je forme des personnes sur le handicap, du coup, que ce soit au travail ou que ce soit aussi pendant j'informe sur le handicap. Enfin, en fait, je suis formateur père, du coup, c'est comme la pérédance Oui, c'est ça. dans les hôpitaux, des choses comme ça. Donc, du coup, je parle de mon vécu et du coup, j'apporte des solutions, en tout cas, les solutions que moi, je peux apporter par rapport à ça. Ouais. Et ça te fait du bien de reprendre le chemin du travail? Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça te procure? Des estimes de soi quand même, parce que j'en avais un peu perdu. Mm-hmm. On m'avait dit que c'est pas possible. T'as essayé de travailler en ESAT, hein, mais ça t'a pas plu? J'ai pas voulu. T'as pas voulu? Pour quelle raison? Pour des raisons personnelles, mais surtout pour des raisons disant, pour moi, l'ESAT, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, en fait. Par rapport à la rémunération, par rapport au nombre de temps de travail, du coup, moi, je me disais, non, travailler pour 900 €, 1000 €, 35 heures dans la semaine, je suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est pas très motivant. Alors moi, ça m'a pas motivé, ça m'a coûté, hein, par contre. Ça m'a coûté au niveau social, ça m'a coûté au niveau financier, ça m'a coûté au niveau de ma famille qui m'a pas trop compris au départ. Mais par la suite, j'ai dit... Oui, ce sont tes choix. C'est mes choix, c'est ma vie. Bien sûr. Voilà, et du coup, après, j'ai... Pas si simple de trouver les bons chemins. Hein. Non, et le GEM a été une alternative au travail, en fait. Le GEM a apporté une alternative, et par la suite... m'a fait confiance et du coup on m'a dit pourquoi pas le Voie-Falleray fait de la pérédance, est-ce que ça t'intéresse? Et du coup je me suis inscrit, j'ai fait la formation et j'ai fait mon premier jour de travail le 3 novembre. Donc c'est récent. Donc j'étais fier de moi et du coup ça a bien marché en plus. Donc j'étais t'as envie de recommencer? T'as envie de recommencer, ouais. Oui. Malheureusement la personne qui s'occupe de la formation part là fin décembre. Elle s'en va, donc elle va être remplacée forcément, mais bon, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce qu'il y avait un bon contact qui s'était établi, oui. Mais bon, ça ne veut pas dire que la personne qui viendra par la suite, il n'y aura pas de bon contact, hein, ça ne veut pas dire ça. Non, mais c'est dommage quand même. Alors, il y a eu les rencontres pour l'autonomie qui ont eu lieu il y a quelques temps là, à Créteil. Et ce que je vous propose, c'est d'accueillir Stéphane, parce qu'il va nous dire ce qu'il a vu pendant ces rencontres pour l'autonomie. Bonjour. Bonjour. Donc je vous présente Stéphane, aussi Jean-Michel et Isabelle. C'est dans le film que vous connaissez, Forrest Gump, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais oui, 1000 fois, j'adore. Il cite une phrase de sa maman, il dit « La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Mais moi c'était un petit peu pareil, je suis allé aux rencontres de l'autonomie sans trop savoir ce que j'allais voir. Je savais qu'il y avait du sport, je savais qu'il y avait des jeux vidéo adaptés. Oui, c'est ça, il y avait un programme qui était établi. Effectivement, c'était un événement à la fois en présentiel et hybride, puisqu'il y avait des retransmissions sur Internet pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Ça traitait d'autonomie au sens large, autant pour des personnes âgées que pour des personnes en situation de handicap physique ou psychique. Et du coup, finalement, j'ai pu rencontrer des gens autour du sport, autour des jeux vidéo justement, comme je le disais. Des choses intéressantes Des choses très intéressantes et parler également avec un organisme que l'on connaît qui est le CAPSI. Vous allez le voir au cours de ce petit reportage, on en parle juste après. Bienvenue à Créteil, à la maison du handball. On est venu ici passer un bon moment, assister aux rencontres pour l'autonomie. On va parler de sport, on va parler d'innovation, on va parler de jeux vidéo adaptés et bien sûr de santé mentale. On va se régaler. Alors en fait, on est avec Jérôme de Cap Game. C'est ça, Cap Game? C'est ça, Cap Game, bonjour. C'est une association qui œuvre pour adapter, c'est ça, les jeux vidéo? Alors, on est une association, en effet, on n'adapte pas directement les jeux vidéo. Nous, notre activité historique, en fait, c'est d'identifier les matériels et les logiciels qui existeraient et qui seraient susceptibles de faciliter l'accès aux jeux vidéo pour les personnes en situation de handicap. Ce qui va être du domaine du perceptif et du cognitif mental, ça va principalement être traité à l'intérieur du jeu.
Et c'est là qu'on intervient également auprès des industriels des jeux vidéo, donc des développeurs de jeux, des studios, des éditeurs, donc les gens qui font le jeu vidéo, pour les accompagner et les amener petit à petit à mettre en place des fonctionnalités ou des réglages qui vont permettre à des personnes, par exemple en situation de handicap cognitif, ou à des personnes malvoyantes ou à des personnes sourdes, d'adapter finalement le jeu vidéo ou les interfaces du jeu vidéo et leur permettre d'avoir un accès total ou partiel et de jouer à des jeux grand public comme tout le monde. Alors évidemment, aujourd'hui, on est au début de l'histoire. C'est la prise de conscience de l'industrie du jeu vidéo, c'est 2017 quant à ces questions d'accessibilité. Donc on est vraiment en train de démarrer une belle histoire, en balbutiement. On accompagne très doucement les industriels parce qu'eux ont leurs habitudes de développement, leurs habitudes de fonctionnement. Et évidemment, ça ne change pas en un claquement de doigts. Donc on fait monter en compétences progressivement et on amène petit à petit les industriels à changer. En parallèle de ça, je parlais de l'atelier de testing tout à l'heure. Donc on va évaluer des jeux grand public qui sont déjà sortis au regard de leur accessibilité, et en l'occurrence ça se fait au sein de l'association au travers d'un groupe de personnes en situation de handicap mental et psychique et cognitif qui vont jouer à certains jeux, qui vont avoir une grille d'évaluation, tout ça encadré par un éducateur spécialisé dans la structure, et qui vont produire un article qui va décrire les différents fonctionnalités qui vont faciliter ou les problèmes qu'ils ont rencontrés en termes d'accès au jeu, et diffuser ça sur le site web pour que tout le monde puisse s'informer. Donc du coup, vous impliquez les personnes en situation de handicap à la résolution de leurs propres problèmes quelque part. C'est une évidence, et je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui fonctionner différemment ou envisager les choses différemment. Belle aventure, merci. Longue vie à Cap Game. Merci beaucoup. Merci. Nos actions sont gratuites, donc ça aussi c'est intéressant pour une dynamique institutionnelle. Et puis on travaille le réseau, on essaye de s'appuyer sur les ressources du territoire, sur les expériences des professionnels pour trouver des ressources, des réponses, et puis les faire réfléchir aussi ensemble. On sait que la clé c'est de travailler en écosystème. Complètement. L'idée maintenant, les professionnels par exemple sont de plus en plus en autonomie, et de plus en plus, quelquefois, sans ressources sur leur institution. Donc il faut qu'ils s'appuient aussi sur ces dispositifs qui vont faire un travail pour eux, avec eux, sur ce qui existe, au niveau d'appui, de conseils. Voilà. Bien, si vous voulez retrouver le centre ressources sur les troubles psychiques en Ile-de-France, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site internet du CEAPSI. À très vite. Bon ben voilà, notre visite aux rencontres de l'autonomie s'achève. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très instructif. Et en tout cas, vous n'oubliez pas, en matière de santé mentale, l'histoire s'écrit ensemble. C'est beau ça. Ouais, c'est magnifique. Une histoire s'écrit ensemble, ouais. Mais bien sûr on ça a s'écrit volé ensemble. ce slogan à la maison du handball, mais c'est vrai que ça s'écrit ensemble quand on voit ce que vous faites au travers du théâtre. Ou là, ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent les jeux vidéo. En fait, ce qui est marrant, enfin ce qui est pas marrant, mais quand on est en situation de handicap, souvent on s'interdit les choses. On s'interdit de faire les choses, y compris avec le handicap psychique. Et donc eux, ce qu'ils font, cette association Cap Game par exemple, ils associent ceux qui ont des troubles et ils leur font évaluer eux-mêmes les jeux pour pouvoir donner des consignes à leurs pairs. Voilà. Vous pouvez utiliser tel jeu de telle façon et vous allez vous y retrouver. Si vous avez tel trouble, ça se passe bien, etc. etc. Ou également, ils intéressent les industriels pour qu'ils comprennent qu'il y a un public qui a aussi besoin de s'évader, de jouer, d'imaginer. Donc ça c'est chouette. Le CEAPSI, on l'a vu, ça accompagne, ça conseille, ça permet de regrouper les aidants, des praticiens, des familles. Donc de tout ce microcosme-là, d'écrire une belle histoire ensemble autour de ceux qui sont atteints de handicap. Ouais, CEAPSI, c'est Falleray. Oui. Et Carmen, vous la connaissez, Carmen, oui, bien sûr. de la Valoire. Bien sûr. Elle vient de temps en temps au GEM. Oui, de temps en temps. On l'a vu récemment là, pour une journée pour un intergem adhérent. Oui. On fait régulièrement un intergem adhérent où on parle du coup du GEM, on parle de l'association adhérente. Et du coup, voilà.
c'est la responsable des GEM quand même, au Falleret. Donc, et du CAPSI, hein, c'est ça aussi. C'est ça. Et puis le sportif qu'on voyait aussi, Ahmed Tidiane Diakité, il est quand même sportif de haut niveau. Il était aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ils ont malheureusement été éliminés en poule. Ils n'ont pas accédé aux demi-finales, mais oui, il y a des valides qui sont éliminés aussi avant. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, quand on parle de santé mentale, comment, quand on est un sportif, comment on fait pour rester au top en tant que sportif, en plus, non-voyant, quelles difficultés on a et comment on les surmonte. Comment on se construit un mental de champion? Comment on peut se dire, tiens, je vais finalement rester positif aujourd'hui, m'accrocher à ce qu'il y a de positif, trouver du plaisir, communiquer avec les autres et écrire l'histoire ensemble. Voilà. Alors, il y avait des GEM Falleret aussi qui étaient là-bas, le GEM de Fontenay et Nogent-sur-Marne. Tu les as rencontrés? Tu les as croisés? Oui, on a discuté avec eux. Ça se passait très bien. D'ailleurs, ils étaient très surpris parce que pas mal d'adhérents étaient venus sur place. Oui. Et puis, c'est Annabelle qui a échangé avec eux pas mal, puisqu'elle était déjà allée sur le GEM de Fontenay. Oui, on va voir ça dans un instant avec elle. Vous allez de temps en temps voir ce genre de salon pour l'autonomie ou pour qui présentent des choses qui pourraient vous aider à mieux vivre votre quotidien? Ça vous arrive d'aller en groupe avec le GEM du Chesnay? Alors, dans des journées comme ça peut arriver. Qu'on y aille, du coup, et qu'on parle des GEM ou qu'on parle de notre situation. Du coup, moi, je suis amené forcément à parler des GEM à l'extérieur. Oui. Du coup, voilà. Mais pas forcément que moi. J'espère que d'autres le feront plus tard ou qui l'ont déjà fait aussi. Je pense qu'Isabelle serait une bonne personne pour pouvoir parler des GEM parce qu'elle est très active dans le GEM du Chesnay. Je pense que... Tu cherches un porte-parole pour le GEM? Pas forcément d'autant le président qui doit... Parce que j'ai cru comprendre que toi, tu voulais pas qu'on te donne ce rôle de porte-parole. Voilà, c'est ça en fait. Je n'ai pas envie d'être le porte-parole. Et pour quelle raison? Parce que ce n'est pas forcément moi qui dois tout porter sur les épaules. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup de choses pour toi tout seul. Donc il faut partager un petit peu. Isabelle, tu es prête à prendre ce rôle-là? Ça te dirait d'être un peu porte-parole des GEM dans les salons pour aller parler de ce que vous faites et de l'importance de pouvoir se regrouper? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, le casting est lancé. Voilà. Non, mais c'est important que les adhérents eux-mêmes aussi, sans forcément se mobiliser tout le temps, mais du coup parlent aussi de leur ressenti, de leur... Pas juste profiter des activités, c'est ça que tu veux dire? Des tracteurs du lieu en fait. C'est de pouvoir donner la parole, donner cette parole donc aux autres personnes et leur dire venez dans les GEM, il s'y passe plein de choses super intéressantes. Quelles sont les activités que vous faites dans le GEM à part le théâtre par exemple? Alors, Isabelle... Alors attends, son rôle de porte-parole, qu'est-ce que vous faites? Moi, tous les mois, je fais peinture avec ceux qui aiment. On propose un peintre. J'en parle un petit peu au niveau de la biographie. Je présente un livre qui est le support. On fait des photocopies et on s'exprime. On part de la photocopie pour faire une petite toile. Une petite création. Une petite création. Une petite œuvre. C'est intéressant. Donc peinture. Et toi, à part le théâtre, il y a d'autres choses qui te plaisent? Alors oui. Récemment, on a été à Bercy voir Bercy. L'Open de Bercy. Ah, t'es pas allé dans les coulisses cette fois-ci? Non. Ah, pardon, je me moque, mais... Cette fois-ci, par la bonne porte, ils sont rentrés. Vaut mieux en rire. Du coup, le tennis, l'Open de Bercy, on a été récemment là, voir un match, plusieurs matchs, parce que c'était dans la journée, donc on a été toute la journée là-bas avec un adhérent aussi de Versailles, du GEM de Versailles, et l'animateur du GEM du Chesnay. Du coup, on fait des petits événements comme ça. Ouais, c'est chouette. Du coup, c'est bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est la musique, mais je ne sais pas jouer d'un instrument, donc j'aime bien aussi écouter de la musique. Et souvent, j'aime, quand il y a des ateliers, par exemple, on met un peu de musique, du coup, ça égaye un peu la journée. Il y a des repas aussi que j'aime bien aussi, les repas, parce que c'est des moments où les repas, où on se retrouve tous ensemble. Et là, on peut discuter, autour d'un bon repas, c'est aussi bien.
Ça, c'est chouette. Les séjours l'art, aussi. Oui, les séjours. Les séjours, effectivement, on partait un petit peu en oui. Normandie, souvent des journées à la plage, des journées à la mer. Voilà. Ah oui, on a vu ça. Il y a des reportages d'ailleurs qui sont disponibles aussi sur bdmt.tv, que vous pouvez regarder. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais allez regarder tous ces reportages. Donc l'art est une bonne manière d'apaiser ces troubles pour vous. Alors... c'est une question piège. J'ai senti un blanc. L'art en général, oui, que ce soit la peinture, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, le chant, des choses qu'on voit au quotidien, à la télévision par exemple, souvent on voit des spectacles, on voit des choses comme ça. Et on va aussi voir des spectacles au GEM, on va à Londres de Vélizy, on va à Paris aussi. Donc, Génial, je vais venir. Je vais venir dans votre GEM. C'est une super association. Elle est bien chouette. C'est Annabelle maintenant qu'on va accueillir. Parce qu'elle aussi, elle est allée avec toi d'ailleurs. Vous êtes croisés Exactement. aux rencontres pour l'autonomie. Mais il n'y a qu'un siège. Alors tu vas lui laisser ta place. Allez, Annabelle au tableau. Annabelle. Oui, je fais un peu de dyslexie. Et alors Bonjour. Bonjour. Très contente de vous voir en vrai. Je vous ai vu là sur le sujet du théâtre. Alors moi, j'ai profité effectivement des rencontres pour l'autonomie, où j'ai croisé Stéphane, pour comprendre un petit peu l'importance de la place de l'expression théâtrale et artistique au niveau du monde du handicap psychique. Et en fait, on se rend compte, j'ai rencontré, il y avait des, comment on appelle ça, des temps forts culturels. Et notamment, il y avait une association qui s'appelle Handi Art. Handi Art, ça s'appelle Tous en Osmose. Ils proposent de la danse expressive. Ils proposent à n'importe qui peut venir, donc handicap psychique, physique ou même valide, de s'exprimer sur de la musique. Alors c'est complètement improbable. Au début, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est hyper beau. Ils s'expriment. Alors ils mettent ça a commencé en fait la femme qui a créé ça. C'est au début sa sœur qui s'est installée à Créteil, qui cherchait des cours de danse, mais il n'y en avait pas. Donc elle a adapté en fait ce cours. Et de fil en aiguille, ça a pris forme. Donc il y avait un cours, puis 2, puis 3, donc ça a bien marché. Donc c'est Handi Art, vous allez voir sur le sujet. Et dans le même sujet, on va avoir une autre façon aussi de s'exprimer de façon différente. Donc là, c'est une compagnie de comédiens, Tout un ciel. Donc eux, ils font des spectacles et ils ont fait un spectacle sur les aidants. Donc là, c'était utiliser le théâtre pour communiquer sur l'importance de l'aidant. Des fois, on l'oublie, l'aidant, alors qu'il a une place vitale. C'est plutôt lui qui s'oublie. C'est plutôt lui qui s'oublie, qui souffre. Il souffre autant que l'autre. Et on s'en rend compte avec cette pièce qui est... moi, ça m'a scotché, personnellement. Donc, je vous propose de regarder un petit sujet de ces deux façons de s'exprimer. Et puis, on en parle après. D'accord. Et au travers du mouvement, au travers de la danse, on arrive quand même à communiquer et à échanger, à partager. On en a un notamment qui ne se levait pas, qui venait jamais vers nous, qui était quand même, on sentait qu'il était content d'être là, mais il ne voulait pas vraiment venir dans le groupe. Donc souvent il restait assis, mais au fur et à mesure il est rentré dans le groupe. Et maintenant il suit les consignes vraiment comme nous, il utilise aussi les niveaux, c'est-à-dire qu'il va au sol. Le contact est plus facile, il a le toucher assez facile. En règle générale, il y a quand même énormément d'ouverture. Souvent, les personnes valides viennent sur nos ateliers en pensant qu'ils vont apporter quelque chose aux personnes en situation de handicap parce qu'ils ont besoin. Et en fait, ils s'aperçoivent que finalement, c'est eux qui ressortent avec quelque chose de plus. Par la culture, ça rend autonome et on voit les choses d'une autre manière. Le fait que de pouvoir aller au sein de la cité dans un atelier de danse, c'est quelque chose qui ne se fait pas si souvent et finalement qui crée de l'autonomie chez les personnes qui, pour le coup, n'en avaient pas forcément. C'est presque le même pull, mais c'est pas le même. Ah, c'est pas le même, attention. Là, c'est les deux, voilà. Exactement. Non, j'en ai plusieurs, vous allez voir, je tourne. Non, et donc moi, ce que je retiens de ça, c'est que par exemple, la danse permet notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'expression, je dirais, orale, de s'exprimer avec le corps. Et c'est une autre façon de s'exprimer. C'est un bel outil, je trouve, de communication. C'est une table basse ou une table haute? Non, j'ai pas eu de chance. On me dit table la table. De salon. Moi, j'ai fait... Bon, je sais pas, moi, j'ai fait la table comme ça. Mais après, on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai été un peu prise au dépourvu. L'expression corporelle est évidemment très importante. Hein. Ben oui, et on le sent. Et en plus, c'est vraiment toutes les énergies. Il lâche tout, il lâche...
c'est ce que disait, alors là on ne l'entend pas dans le sujet, mais il y en a un qui me disait, ça lui permet de lâcher de lâcher prise sur tout en fait. Il s'oublie complètement dans le mouvement. Et vous faites, quand vous faites les répétitions ou le travail sur les ateliers, il y a un peu de travail corporel que tu leur fais faire? Alors un petit peu, mais vraiment modestement. Mais surtout, j'essaie de les échauffer avant. Quand on s'échauffe un petit peu, en fait, C'est quoi l'échauffement? La voix, le corps. Qu'est-ce que tu leur fais faire? Alors, pour la voix, du coup, on monte très bas au départ et on monte très haut après, par exemple. Ça fait comment, par exemple? Vous pouvez nous faire une démonstration? D'accord. Puis des phrases d'articulation, de diction, j'imagine aussi. Oui, ben... Isabelle rigole. Alors pourquoi? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Par exemple, ça donne quoi? Petit pot de beurre, petit pot de beurre, petit pot de beurre. Quand je rappelle, puis ça y est, un petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre, tu mets des petits pots de beurre, quand tu fais les petits pots de beurre, c'est des petits pots de beurre, des euros. Oui, il y a la petite pomme aussi, il y a tout ça. Il y en a d'autres dans des phrases de diction? Il y en a d'autres, mais là, je n'ai pas en tête. Tu les as pas en tête? Non. Bon, bravo pour cette phrase. Dido du dindon, j'en ai une autre pour vous. Dido du dindon. Parce qu'elle fait du théâtre aussi. Oui, elle est en train d'écrire son One Woman Show. On en parlera. Il y aura peut-être la table qui sera incluse dans ce One Woman Show. Oui, je pense qu'il y aura la table et les chats. On revient aussi juste sur la dernière phase de ton sujet. Sur justement les dents et cette façon d'exprimer à travers le théâtre, comme les dents vivent effectivement les douleurs. C'était très fort. De parler par exemple avec le médecin. Voilà, en fait, à travers ces comédiens, on a compris en fait que la place de les dents c'est énorme. Et je trouve qu'utiliser un spectacle pour comprendre concrètement, c'était d'une simplicité. En fait, avec cette scène, ce spectacle, on a tout compris en fait sur les dents. Et c'est vrai qu'on se rend compte, moi, en sortant du spectacle, je me suis dit, en fait, les dents, il a une place très, très, très particulière. Il faut vraiment, vraiment, vraiment aussi en prendre soin, autant que la personne qui est en situation de souffrance psychique. Ils expliquent qu'en fait, ils prennent le handicap. Ils disaient, alors après, oui ou non, on n'y croit pas, mais que les dents prenaient ou souffraient autant, en fait. Oui, mais toi, tu nous le disais, pour ta famille, ça a été difficile, oui. Et qui a souffert avec toi, et qu'on faisait culpabiliser. Donc, alors, je ne sais pas si encore aujourd'hui, c'est encore dans cette méthode-là, mais de pointer du doigt en disant si votre enfant est atteint de schizophrénie, aujourd'hui, c'est de votre faute, parce que vous l'avez trop couvé. Donc, il n'y avait pas en fait de diagnostic au départ. Du coup, on disait, vous l'avez trop couvé. Et du coup, on ne disait pas forcément, c'est parce qu'il a un handicap au départ. On ne savait pas ce que j'avais, donc on disait, finalement, c'est la famille, quoi. C'est la famille, c'est de leur faute, en fait. Ouais. Et quand on a dit je suis schizophrène, là, du coup, ça a battu les cartes, en fait. Ouais. Du coup, ma mère était plutôt soulagée de savoir que c'était pas forcément de sa faute, de m'avoir trop couvé, forcément, c'était pas forcément de sa faute. Oui, ça a été déculpabilisant pour elle de savoir, et puis de savoir quel était le chemin. Pour toi, Isabelle, tes enfants, enfin ta fille, est devenue une aidante? Non. Non. C'est le GEM qui est devenu un aidant pour toi? Oui, plutôt. Oui. Non, c'est vrai que pour moi, le GEM, c'est un endroit très varié, qui propose des activités très variées, et un endroit où on peut retrouver les codes sociaux, les valeurs éducatives et tout ce qui était cher à mon métier. Donc, retrouver ces valeurs de respect de l'autre. Oui, c'est ça, le GEM devient un peu un aidant. Oui. Il y a une belle ambiance dans votre GEM, je trouve. Oui, ça va. Oui. On était partis en forêt, je m'en rappelle, on avait bien discuté, c'était très sympa. Mais tu retourneras faire des petites balades en forêt, vous l'inviterez. Parce que... Oui, mais moi aussi je vais venir. Et il y avait des sablés. Je crois qu'il y avait à manger. Tout d'un coup. Oui. Ah oui, dis donc, je me souviens des petits sablés. Il n'y avait pas de cannelé, mais il y avait des petits sablés. Non, il y avait des sablés. Les fameux sablés d'Isabelle. Quels sont les projets à venir au niveau du théâtre? Alors, normalement, on reprend au mois de janvier, là, pour un spectacle sur le thème du couple. Du coup, on va partir sur le thème du couple. Donc, du coup, là, les textes, on les a reçus, parce que j'ai fait une commande sur Internet, du coup, sur les textes d'auteurs.
D'accord. Et tu sais quels auteurs vous allez choisir? Enfin, tu les as peut-être pas encore proposés? Non, pas encore, mais... C'est quoi? C'est du Labiche? C'est quel auteur que toi Guy Foissy, encore une fois, ouais. Guy Foissy. Oh là là, il y a un auteur, mais je me souviens plus très bien, un auteur sur le couple aussi, mais donc Guy Foissy et un autre auteur, une femme. Du coup, voilà. C'est en projet, c'est en projet. Voilà, on découvrira ça. Et le spectacle serait prévu, tu as une date déjà un peu en tête ou un moment de l'année? 2023 normalement, mais après le mois, je ne sais pas trop, mais en 2023 à peu près. D'accord. Bon, ben, on se tiendra au courant. Vous nous appellerez, vous nous direz. Du coup, peut-être il y aura un autre GEM qui va se greffer à nous, en fait, parce que le GEM de la Verrière, il y a une animatrice qui m'en a parlé, qui me dit nous, on fait de l'impro, est-ce qu'on ne peut pas s'intégrer dans ton spectacle? Du coup, c'est peut-être aussi avec 2 GEM, du coup, on va peut-être faire quelque chose. Oui, c'est ça. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Voilà. Bon, merci à tous les deux. Merci Jean-Michel. Merci Isabelle d'être venue pour nous parler de votre passion du théâtre et du GEM et de votre vie. Merci infiniment. Merci Isabelle. Annabelle. Merci à Stéphane également. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures ici dans Talk Show. À très bientôt.